Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Piacentini. Salut Olivier. Salut Daniel. Toujours un grand plaisir, vous nous voyez, la grand sourire. On s'apprête à parler cinéma, on est toujours voilà. content de parler cinéma. C'est ça, et puis ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu aussi. C'est vrai, donc, c'est vrai. Là, au moins, on se retrouve et j'espère que le public appréciera. Ah, bah oui, on avait fait une émission sur Pasolini qui avait bien plu. Pasolini, oui, bien sûr. Et les gens nous demandaient comme ça, quand est-ce que vous allez parler d'un autre cinéaste? On a choisi cette fois Stanley Kubrick. On s'est dit qu'on allait mettre tout le monde d'accord parce que c'est. Bah oui, mais d'ailleurs, sur les commentaires de la vidéo, beaucoup de gens nous réclamaient une émission sur Stanley Kubrick. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un de mes réalisateurs préférés. Bien sûr. Et en plus, alors, c'est le réalisateur qui a réalisé le film que je préfère de toute l'histoire du cinéma. Et c'est lequel? On laisse le mystère. On va laisser le mystère, on va voir ça. Mais c'est mon film préféré, c'est un film de Stanley Kubrick. C'est vrai que je trouve que la particularité de Kubrick, tu me diras si tu es d'accord, c'est que c'est un réalisateur qui met tout le monde d'accord en général, qui plaît à la fois aux cinéphiles exigeants et aux spectateurs lambda qui constatent simplement que ces films sont spectaculaires. Ce sont des films d'auteur, mais en même temps spectaculaires. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois un couplage entre des films qu'on pourrait qualifier pratiquement de blockbuster pour certains films, comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ou aussi Barry Lyndon, dans un autre genre. Et puis, il y a quand même un aspect expérimental dans pratiquement tous ces films. Oui. Et également les personnages qui ne sont pas des personnages classiques, les situations qui ne sont jamais classiques. Et je dirais même que c'est surprenant d'avoir une telle unanimité avec un cinéma qui est aussi à la fois décalé, même dérangeant. C'est assez surprenant quand même. Il réalise un tour de force, c'est la marque des grands génies de toute façon, c'est très clair. C'est un cinéaste qui a exercé pendant des décennies. Je crois que son premier film date des années peut-être 50, début des années 50. C'est fin des années 50, je crois. Les premiers films, oui. C'est L'Ultime Razzia et Les Sentiers de la Gloire, c'est fin des années 50. Ouais. Et puis il y a eu un film où il a repris en fait un film qui était déjà entamé par Anthony Mann, qui était un péplum, qui était Spartacus, super production américaine classique, comme on en faisait beaucoup à l'époque, dans le genre Cléopâtre et autres. Mais Anthony Mann, apparemment, avait des problèmes avec la production, qui n'était pas satisfaite du travail, et donc Stanley Kubrick l'a remplacé au pied levé, alors qu'il n'avait pas une renommée si extraordinaire, mais apparemment, les producteurs avaient perçu son talent pour lui confier le bouclage d'un film qui était quand même un film à très gros budget, avec des stars comme Kirk Douglas, Laurence Olivier, Tony Curtis, etc. En fait, à ce moment-là, Kubrick avait déjà fait d'excellents films, même des films cultes, mais tu penses que Spartacus a joué un rôle clé? Ça a permis à des producteurs de lui faire confiance pour des plus grosses productions. Oui, alors les premiers films de Kubrick ont marché, on va dire, mais ça ne lui a pas donné un impact tel qu'il a eu par la suite. Maintenant, c'est des films cultes parce qu'effectivement, Les Sentiers de la Gloire, par exemple, comme tout le monde connaît Kubrick, c'est un film qui a été beaucoup revu par la suite. C'est vrai. Mais quand il est sorti, il a eu son impact, mais pas au point des films suivants. Et je pense que c'est le film Spartacus, parce que c'était un film de très grand public, on en faisait beaucoup à l'époque, qui lui a donné vraiment une notoriété dans le monde du cinéma et lui a permis ensuite d'avoir les financements et les producteurs, parce que le cinéma, la clé est là. Si on n'a pas d'argent, si on n'a rien, c'est difficile. Et là, il a pu avoir derrière tous les moyens qui lui ont permis d'aller au bout de ses idées. En fait, ce qui est intéressant quand on aime un peu les à-côté du cinéma, le backstage, c'est de se rendre compte que Kubrick a énormément lutté pour pouvoir réaliser ses visions d'artiste en combinant avec les nécessités de l'industrie, c'est-à-dire alterner des blockbusters avec plutôt... on ne peut pas vraiment appeler ça des blockbusters à la Spielberg, mais en fait, des fois, il avait des idées commerciales, un peu comme Shining. Il s'est dit, tiens, je vais faire un film d'horreur qui va plaire à tout le monde, se permettant ensuite de faire des films d'auteur. Voilà, il a toujours un peu alterné les deux. C'est ça, il a alterné les deux. Mais enfin, même Shining est un film, effectivement... Bon, on peut le regarder au premier degré, c'est un film d'épouvante classique. Bon, classique, non, justement. Enfin, c'est quand même le thème du père qui veut assassiner toute sa famille et pris de démence, c'est quand même... Très pervers. Hein, c'est pervers, c'est dérangeant. Même la façon dont le film évolue, il me semble que c'est très décalé par rapport même aux films d'horreur de l'époque. Ça ne ressemble pas aux autres films d'horreur. Il y a les ingrédients, si tu veux, mais derrière tout déjà l'aspect huis clos, enfin le cadre, le sujet, je trouve que c'est quand même pas un film d'horreur classique. C'est vrai. Et c'est un film qui cache beaucoup de messages derrière lui et même à travers les messages qu'il diffuse, Kubrick est un réalisateur qui est très ambivalent. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut le voir sous deux angles complètement opposés. On va en parler, on va développer dans la suite du...
ce qui est assez remarquable aussi, c'est que des grands réalisateurs se sont fait connaître ou ont marqué l'histoire en exténuant un genre. Je pense par exemple à Sergio Leone, qui est un immense réalisateur, mais qui a fait essentiellement des westerns. Oui, mais quand on regarde Hitchcock, même. Hitchcock, c'est toujours... Voilà, c'est toujours un peu la même trame. Avec, il a créé un genre, le Hitchcockien, quoi. Voilà, où on pourrait dire, Scorsese a fait beaucoup de choses, mais il a fait beaucoup de films de gangsters. Bien sûr. Alors que Kubrick a tout fait. Il a touché à tout. Il a touché à tous les genres, et ça, c'est vraiment un truc qui fait peut-être souvent on le cite comme le plus grand, parce qu'il était polyvalent. Sa polyvalence, c'est extraordinaire. C'est ça, il pouvait toucher tous les sujets. Mais alors, je crois que si on doit... personnellement, parce que Kubrick est un réalisateur qui est tellement riche. Oui. Chaque film, on peut l'interpréter de 10 manières. Et lui-même, d'ailleurs, ne voulait pas donner des interprétations ou expliquer ce qu'il a voulu faire. Il n'a jamais voulu dire sur des films qui sont quand même très mystérieux, comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Il n'a jamais voulu donner oui, Eye of the Shut, bien sûr. Il n'a jamais voulu donner de clés à proprement parler. Lui-même, il disait, moi, c'est pas des films pour intellectuels, c'est des films pour gens intelligents. Oui. Mais je me fie à l'intelligence du spectateur qui va y voir ce qu'il veut y voir. Et c'est vrai que dans chacun de ces films, il y a des dizaines et des centaines d'interprétations. D'ailleurs, 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a eu, je crois, 130 ou 140 spécialistes de cinéma qui ont donné leur interprétation. Mais bon, laquelle est la meilleure? Lui-même ne s'étant jamais positionné. Donc, mais par contre, dans tous ces films, moi, ce que je ressens, je vais te dire à qui il me fait penser, quelque part, à Dostoïevski comme auteur, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui revient systématiquement, c'est la recherche de l'analyse du mal et des pulsions humaines, des mauvaises pulsions. Comment ça vient, comment ça évolue, comment ça se concrétise dans telle ou telle situation. Et c'est la même chose qu'on retrouve chez Dostoïevski. Dostoïevski, c'est des livres très, très glauques où on sonde les tréfonds de l'âme humaine, ce qu'il y a de pire en nous, en quelque sorte. Bien sûr. Et je trouve que chez lui, c'est un peu ça qui revient à chaque fois. C'est vrai. Dans chacun de ses films, c'est vraiment toujours des situations où les gens sont aux prises avec le mal, ou carrément sous l'emprise du mal, ou tentés par le mal, ou carrément qui font des choses mal en dépit d'eux-mêmes. Mais on voit émerger le mal toujours. Et je trouve que c'est ça vraiment qui est le mal et le côté animal aussi de l'homme. Je trouve que si vraiment il y a quelque chose que le fil rouge de toute sa carrière, je crois que ce serait ça. C'est mon interprétation à moi. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement les genres diffèrent, mais au niveau du contenu, le message qui est véhiculé, ou plutôt ce qui travaille Kubrick, c'est souvent cette idée que l'homme est un loup pour l'homme. C'est ça. On a en nous un bon, un mauvais génie. C'est vrai que maintenant que j'y pense, tu en parles, je pense par exemple à Barry Lyndon. Le mec, il réussit tout, il réussit son ascension, et puis finalement, il est le responsable de sa propre chute. Et alors, tiens, puisque tu me parles de Barry Lyndon, et là aussi, il y a un deuxième fil rouge que je vois dans plusieurs films, peut-être pas tous, mais dans plusieurs films de Stanley Kubrick, c'est l'idée du destin. On est toujours rattrapé par son destin. Parce que, comme tu dis, Barry Lyndon, il cherche toute sa vie à essayer de changer de conditions, d'atteindre... Et puis finalement... Il redevient prolétaire, il redevient sans sous. Voilà, il finit mal. Bon. Et tu retrouves ça également dans un autre film... pendant que j'y pense, on pourrait dire ça même d'Orange Mécanique. Voilà, finalement, Orange Mécanique, Alex redevient Alex à la fin du film. Exactement, il y a Orange Mécanique. Dans pratiquement tous les films, il y a l'idée d'un destin qui finit toujours par rattraper le héros et le principal personnage. Pas tous, mais c'est quand même une idée qui revient assez souvent. C'est vrai que pour des jeunes spectateurs qui n'auraient jamais vu un film de Kubrick, on doit quand même prévenir que c'est un cinéma assez ténébreux. Les films de Kubrick ne sont pas légers. Ça, je crois pas même Docteur Falamour, qui est un film à la comique, limite, celui-là, on pourrait dire un peu. Mais c'est un film comique qui nous parle quand même d'une situation. Bien sûr, c'est la de pire l'humour noir. situation, puisque c'est carrément la fin du monde, en fait, c'est vrai. Envisagé là-dedans. Et, c'est vrai. Et ça rejoint ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire c'est l'idée que le mal étant l'homme, et que l'homme doté d'armes absolument effrayantes, c'est pratiquement la certitude que ça finira mal. C'est un petit peu ce qui ressort du film. C'est vrai. Que tout peut arriver, en tout cas. Si on cherche des points communs aussi, je ne sais pas si c'était une volonté de Kubrick, mais par sa volonté de
de faire un cinéma novateur, il a souvent été dans la transgression. Il a souvent été critiqué pour ça. Lolita a fait scandale, Orange Mécanique a fait scandale, Les Sentiers de la Gloire, je crois qu'il a été interdit de territoire français pendant plusieurs années. Oui, bien sûr, parce que c'était vraiment... oui, c'est l'armée française qui était critiquée, finalement. Voilà, c'était... un réquisitoire contre l'armée française et tout ce qui s'est passé en 17. Alors bon, on pense évidemment au rôle du maréchal Pétain pendant cette guerre pendant la Grande Guerre, quand il a été obligé de commettre des exécutions pour rétablir l'ordre au moment où il y avait des troubles dans l'armée, ou au moment où beaucoup de soldats commençaient à se mutiner compte tenu des conditions de l'époque. Donc, effectivement, il a touché à tout, mais je pense qu'on voit toujours l'homme confronté au mal, aux prises avec le mal, et je crois que c'est ça vraiment qui est la clé de voûte du cinéma de Kubrick. Oui. Un autre point qu'on pourrait aborder, en tout cas moi c'est ce qui m'a donné envie vraiment de voir tous ces films, c'est, je dirais, un des premiers réalisateurs qui a mis la mise en scène, les mouvements de caméra au centre. Vraiment, ça a été l'élève, et puis qu'il a dépassé le maître d'Orson Welles. Bien sûr. C'est-à-dire que moi je me souviens, la première image d'un film de Kubrick que j'ai vu, c'est Orange Mécanique. La première demi-heure, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'au-delà du fond, on est complètement happé par quelque chose d'hypnotique. La musique, l'image, les mouvements de caméra. Tout y est, la musique. Mais c'est ça qui est curieux, c'est que même des musiques qu'on connaît depuis toujours, qui sont dans notre tête, comme par exemple la symphonie de Beethoven, ou les musiques, le Beau Damu bleu dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais associées à ces images, elles prennent une autre dimension. On les voit différemment. Parce qu'il y a un couplage entre la musique et l'image qui est formidable, alors que ça ne viendrait pas à l'esprit immédiatement. C'est-à-dire que la cinquième de Beethoven, dans un cadre d'un bar hyper hype de l'époque, style 70s, à Londres, qu'est-ce que ça fait là, Qu'est-ce que ça fait là, avec des gens habillés d'une manière très excentrique, on va dire. On le verrait pas là, quoi. A priori, la cinquième de Beethoven, on le voit dans une salle avec des gens... oui, bien sûr. Bon, je dirais que vraiment, il a réussi, au-delà du film, même l'adaptation, les séquences, à faire vraiment des associations qui sont incroyables et qui rendent ces films extraordinaires. Oui, tout à fait. Extraordinaires. Tout à fait. Voilà. Parce que bon, c'est bien d'avoir les idées, mais après, il faut savoir les mettre en œuvre, les mettre sur pellicule et faire des choses qui sont vraiment très transgressives, non seulement l'idée générale du film, mais également la façon dont on associe des choses qui n'ont rien à voir. Ça marche à tous les coups. Et ça marche à tous les coups. Alors, on peut donner quelques éléments biographiques. C'était quelqu'un qui travaillait énormément et qui a passé, on va dire, la dernière partie de sa vie, pas enfermé, mais on va dire qu'il était en Angleterre, il a déménagé en Angleterre, il a fait tous ses films, il a organisé sa production pour que tous ses films soient faits pas loin de là où il habitait. Un ermite, en quelque sorte. Enfin, vraiment la figure du génie tel qu'on l'imagine. Oui, là c'est le génie intégral, et le génie dans le sens qu'il était captivé par ce qu'il faisait. Je pense d'ailleurs, il y a toujours un certain espace entre deux films de Kubrick. C'est pas quelqu'un qui fait un film tous les 2 ans. C'est vrai. Je veux dire, Lolita, c'est 62. Bon. Après, il y a le Docteur Folamour, c'était 4 ans après. Après, il y a l'Odyssée de l'espace, c'est 3 ans après. Et ça a été de plus en plus, l'espace a été de plus en plus long. Oui, de plus en plus long. Alors, il faut savoir quand même qu'il est bien tombé. Il est tombé à la bonne époque. Parce que il faut quand même voir les choses. Le cinéma américain, quand il a fait Spartacus, c'était un cinéma qui était extrêmement codifié et extrêmement restreint dans les sujets qu'il pouvait aborder, et puis également la façon de les aborder, ce qu'on pouvait montrer. Il y avait le code Hays. Tu as raison, on va dire ça. C'est vrai que Hitchcock n'aurait pas eu la même carrière s'il était né 20 ans après. Il se serait permis sans doute beaucoup plus de choses. Bien sûr, parce que c'est évident que lui aussi était très transgressif. Mais il restait dans les limites du code Hays. Code Hays qui, par exemple, disait qu'on ne pouvait pas montrer l'adultère en direct, par exemple. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites. On ne pouvait pas montrer des femmes nues ou pas complètement nues. Enfin, il y avait beaucoup d'interdits. Oui, c'est vrai. Et les sujets, il fallait que ça rentre dans un certain cadre. C'est un code qui a été, je crois, adopté dans les années 30, puisque la première phase du cinéma américain était plus transgressive. Et puis, dans les années 30, on est revenu à véritablement de la censure et du conservatisme. Exactement. Et ce code Hays a commencé à s'effriter au début des années 60. Ça n'est plus vraiment respecté, enfin de moins en moins. Et à partir de 67, en fait, il a été abrogé. Donc c'était une libération incroyable. C'est à cette époque après qu'on a vu tout ce qu'on a le nouvel Hollywood. On a vu Scorsese, De Palma arriver avec des films très novateurs. Bien sûr. Excellent. Arthur Penn. Oui. Arthur Penn avec Bonnie and Clyde. Parce que je crois que c'est Bonnie and Clyde, c'est vraiment, à mon avis, au niveau du cinéma américain, le film
qui a provoqué le choc. Qui marque le début de liberté des réalisateurs. Bien sûr, parce que déjà, les personnages sont des personnages qui sont très transgressifs, hein, puisqu'enfin, bon, c'est un gangster qui est présenté d'une façon très positive, avec une jeune fille, ils sont complètement déjantés. Oui, c'est ça. Ce qu'ils ont envie de faire. La violence est montrée de manière très crue, parce que là aussi, avant, bon, c'est les films à John Wayne, on voit de la violence, si tu veux, mais c'est de la violence idéalisée. Enfin, on va dire, on voit pas trop de sang. Bon, c'est un peu. Oui, c'est ça. En fait, le code, on peut expliquer aux gens très simplement, le Code Eyes était un code de moralité que suivaient les Américains. Et je me souviens d'une anecdote, je sais plus où je l'ai entendue, mais elle m'avait marqué. Le premier western qu'a sorti Sergio Leone était retentissant parce qu'évidemment, il ne dépendait pas d'Hollywood, c'était un réalisateur italien. Et tout ce qui était interdit dans le Code Eyes, il l'a fait. Bah oui, mais parce qu'en Italie, il n'y avait pas. Voilà. On voit, je crois, un shérif se faire tuer dans le dos. Voilà. Ce qui était c'est immoral, ça se faisait pas même autant des cow-boys. Pour vous donner un ordre d'idée, vous regardez les films américains des années 50, bon, c'est le bon contre le méchant, etc. Ouais, voilà. Bon, ce fameux film Bonnie and Clyde de Arthur Penn, les méchants sont les gentils, enfin, sont les héros. Ça ne se faisait pas avant. Alors aujourd'hui, bien entendu, les choses ont beaucoup changé. Ah bon, on a tout vu maintenant. Mais pour le public le plus jeune, il faut savoir que c'était pas du tout comme ça à l'époque, et tous ces films-là étaient révolutionnaires. Oui. Le premier film vraiment révolutionnaire, je pense, de Stanley Kubrick, c'est Lolita. Oui. Parce que là, vraiment, on a un sujet qui, d'ailleurs, est revenu complètement d'actualité aujourd'hui. On est en plein dedans. Puisque Lolita, c'est quand même l'attraction d'un homme bien établi. Ça flirte entre la pédophilie, l'éphémophilie. On est dans quelque chose comme ça. Voilà, alors bon, ça c'est tiré du livre de Vladimir Nabokov. Mais comme on le dit aujourd'hui, la littérature permettait beaucoup plus de choses que le cinéma. Parce que la littérature, bon, on lit, on imagine, c'est autre chose. Il y avait toujours une grande tolérance vis-à-vis des auteurs qui n'existait pas dans le cinéma. Il y avait beaucoup d'interdits. Donc le film a énormément choqué. Stanley Kubrick a été insulté, traité de tous les noms à Hollywood. Et puis ensuite, il a fait il est parti faire des films en Angleterre. Parce que justement, aux États-Unis, il y avait véritablement un problème lié à ce film-là en particulier. D'accord. En tant qu'analyste, tu mettrais à Lolita, c'est le moment où Kubrick affirme son style sort du classicisme pur pour devenir un vrai auteur. Il avait déjà affirmé son style dans Les Sentiers de la Gloire. Parce que le film en lui-même est très sulfureux. Parce que là encore, on voit ces généraux de l'armée qui envoient ces gens à la mort. Entre ceux, je dirais, qui ont des doutes et qui ont des remords, qui sont tiraillés, puis ceux qui sont assez implacables. Bon, tout ça, on sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui remue. Parce que là encore, le film de guerre à l'époque, c'était les gentils, les méchants, je veux dire. C'était voilà, c'était vu avec les gentils alliés contre les méchants allemands, etc. Bon, tout cet aspect-là était masqué. Enfin, on ne voyait pas. Lui a remis le mal du côté des vainqueurs et du côté des gens, des pays et des armées qu'on admirait, qu'on adulait. Donc, c'était déjà, son style était déjà là. Mais passer de ça à un film sur une jeune fille qui séduit des hommes âgés, des hommes installés, de voir cet homme âgé qui est James Mason dans Lolita, qui est en plus un acteur justement, qui avait ce style un peu hiératique des grands acteurs hollywoodiens des années 50, se retrouver dans ce film-là. Oui, c'est ça, c'est un archétype qui est presque sali, on pourrait dire, par Kubrick, on va dire, en tout cas, qui met les pieds dans une histoire qui choquait, il faut se mettre dans les années 60, je veux dire, là, on a... complètement, oui, non, mais là, je te dirais que ça choque même aujourd'hui, d'ailleurs, finalement. Oui, c'est vrai. Alors bon, c'est passé le film, si tu veux, encore une fois, dans le cinéma, mais je crois qu'un film comme ça, je crois qu'aujourd'hui, on ressortirait le même film, ça ferait du bruit, là aussi. Hein, c'est vrai. Je pense que vraiment, on aurait... tous les chiens de garde, etc., qui hurleraient au loup. Mais le film est, en plus, tout le long du film, toutes les scènes sont extrêmement suggestives. On voit à un moment donné la Lolita en maillot de bain, en bikini, sur une pelouse en train de se bronzer, ce qui se faisait pas trop non plus à l'époque. Bon, l'autre qui est de plus en plus attiré, qui commence à raconter des histoires autour de lui, et puis bon, le film même à la l'aise, parce que les Américains, il faut bien comprendre quelque chose, à travers James Mason, beaucoup d'Américains de la bonne société, la bourgeoisie, les classes moyennes se retrouvaient là-dedans. Oui, c'est ça. Et là, le même personnage, ils vont le retrouver non pas idéalisé, comme d'habitude, c'est-à-dire l'Américain moyen idéalisé, mais l'Américain moyen dans ses turpitudes, en quelque sorte. Exactement, oui. Et c'est ça qui, en plus, a certainement beaucoup remué à l'époque, parce que les gens n'avaient pas l'habitude de se voir à l'écran, entre guillemets, à travers... Oui, c'était un choc. Un de leurs acteurs favoris, et de se voir en train d'être lubrique, de regarder des jeunes filles, etc. Beaucoup ont dû quand même s'y reconnaître, enfin un certain nombre, hein, c'est sûr. Et
bon, c'était à l'époque quelque chose d'extrêmement extrêmement choquant, enfin extrêmement... Je comprends ce que tu veux dire. Le malaise pour les hommes, les WASP américains qui regardaient ça, c'était qu'ils pouvaient ressentir une empathie pour le personnage de Mason, ce qui les mettait en conflit avec eux-mêmes. C'est-à-dire, je suis un salaud, en fait. Je désire cette jeune femme. C'est ça. Terrible. Certainement qu'il y en a beaucoup qui, dans le cinéma, ont dû se dire, tiens, moi aussi, l'autre jour, j'ai regardé la jeune. Ah ouais, c'est... Bon. Tu vois ce que tu veux dire. À l'époque, on ne tolérait pas des choses comme ça. On ne tolérait pas qu'on remette en question les codes moraux et même l'image que la classe moyenne américaine pouvait avoir d'elle-même. C'est ça. C'est ça que ça remet en question. En fait, en réalité, ça va beaucoup plus loin même que ça. C'est une remise en question de l'Amérique en tant que peuple, un peuple vainqueur, un peuple qui a la moralité derrière elle, avec la Bible, etc. Bon, il remettait quand même les choses sur un terrain qui est beaucoup plus fangeux, en quelque sorte. Et donc, à une époque où les gens n'étaient pas habitués, encore une fois, aujourd'hui, on en a vu d'autres, mais à l'époque, c'était quelque chose de quasi impensable. Impensable. Alors, ce qu'on peut dire aussi pour motiver les plus jeunes spectateurs qui n'ont jamais vu un film de Kubrick à se plonger dans les anciens, alors, on va pas se mentir, aujourd'hui, on est en 2020, quand on regarde un film des années 30-40, parfois on s'ennuie. Le film met longtemps à démarrer, on se dit, oulala, comment je vais faire, j'ai pas l'habitude. Alors, Kubrick, on peut le dire, avait un rythme dans ses films, dans la construction. Je pense par exemple à L'Ultime Razzia, qui est un film de braquage raconté de différents points de vue. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'ai vu L'Ultime Razzia, je me suis dit, mais c'est fou, on dirait du Tarantino. On dirait du Tarantino 40 ans avant. C'est vrai. J'avais pas eu cette réflexion. Avec ce côté déconstruit, des flashbacks, les flash-forward. Et en fait, non, mais il était très en avance même sur la technique et sur la technique narrative. Le film passe, vraiment, on ne voit pas passer les 1h30. C'est toujours comme ça. Il est toujours dans l'innovation, la recherche narrative. Exactement. Et Lolita, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un film qui passe très vite. On le voit très vite. Alors, par la suite, il a fait quand même... Bon, alors, il y a eu le Docteur Falamour, on va en parler peut-être après. Mais ensuite, il y a son film où là, puisque tu disais tout à l'heure, bon, c'est des films où le rythme est rapide et autres. 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est vrai. Il a fait aussi des films contemplatifs, très, très beaux, mais également où on ne ressent pas l'ennui. En tout cas, quand on a un petit plaisir d'esthète minimum devant 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Barry Lyndon, qui a la même propriété, qui est un film très ample, qui dure 3 heures, avec beaucoup de scènes sans dialogue. On pourrait se dire, tiens, on va s'ennuyer, mais c'est tellement virtuose. Il se passe tellement de choses. Alors, en fait, dans un film comme 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'il faut l'expliquer quand même, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un film de 3 heures. C'est ça. Et c'est un film qui a un rythme très lent. Très, très lent. Il faut quand même le dire au public. Il y a à peu près 40 minutes au début du film, où on ne voit que les premiers êtres humains, qui sont entre l'être humain et le singe. Ça se passe à la préhistoire, Il y a 4 millions d'années, voilà. Et donc, il se passe pas grand-chose en termes d'action. Mais petit à petit, on voit, en fait, qu'il y a une vie sociale derrière tout ça. Et donc, il y a... si tu veux, on peut le dire en regardant au premier degré, on va dire c'est ennuyeux. Mais ce n'est pas ennuyeux, parce que petit à petit, on devine, à travers chaque image, l'évolution de cette vie sociale au sein de ce groupe qui est des animaux au premier abord, mais petit à petit, on découvre tous les aspects humains qui avancent au fur et à mesure que les minutes passent. Oui, tout à fait. Et donc, il arrive à nous intéresser en faisant appel à notre intelligence et à notre esprit de déduction. Ce qui fait qu'un plan comme ça, passe. Moi, je l'ai pas vu passer. Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors après, ce film extraordinaire, parce qu'en fait, mon film préféré, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, voilà. Bon, là maintenant, je peux le dire. Justement, parle-nous-en. Pourquoi, en particulier, celui-là t'a marqué plus qu'un autre ? Celui-là m'a marqué énormément. Je peux te dire vraiment qu'à la fin du film, j'étais terriblement ému et bouleversé. J'arrivais plus à parler, ce qui chez moi est assez rare quand même. Et le film est très long. Je peux même pas t'expliquer pourquoi. Ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose d'extrêmement fort, un ressenti extraordinaire, parce que dans le film, il y a plusieurs degrés. Il y a l'aventure. Il y a l'idée de l'aventure humaine, c'est-à-dire que entre la période donc préhistorique et les 4 millions d'années après, où on se retrouve dans un vaisseau spatial, à travers d'ailleurs un raccord qui est l'un des plus géniaux de l'histoire du cinéma. Oui, tout à fait. Bon, ce plan est connu, mais je le rappelle. On va le raconter, on mettra peut-être un extrait. À la fin de la période préhistoire, on a un homme préhistorique qui jette comme ça un os en l'air. Il y a un ralenti et cet os devient un vaisseau spatial. Et c'est une illustration absolument géniale du toboggan technologique. C'est-à-dire, en gros, du moment que les hommes ont commencé à créer quelque chose,
il ne pouvait pas en être autrement. Exactement. Nous allons en arriver à cela. Exactement. Et c'est sublime et terrifiant en même temps. Il y a quelque chose vraiment, cette idée d'inexorable en fait. Mais tu vois, c'est en ça que le film est marquant. C'est que tu te dis, mais l'être humain a une destinée et on se retrouve à travers les hommes d'il y a 4 millions d'années, comme à travers les hommes de quelques années après, parce que le film décrit quand même une période, c'est de la science-fiction. On bascule. L'aventure spatiale américaine avait démarré, mais le film se projette sur bien des années après, étant donné la technologie qui est montrée, qui n'est pas celle de l'époque. Le film date de 1968, donc un an avant la conquête lunaire. Bon. Et ce raccord est vraiment une avant-garde technique de cinéma et une avant-garde cinématographique extraordinaire qui a époustouflé les gens à l'époque et qui époustoufle encore aujourd'hui d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Donc on bascule de la période de la préhistoire à une période donc futuriste d'un coup. Oui, c'est ça. D'un coup, donc c'est quand même... On peut saluer aussi l'aspect visionnaire. Comme tous les gens très intelligents, il y a des visions. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un film qui se passe dans l'espace à une époque où on n'avait pas d'image de la Terre. C'est-à-dire que Kubrick, il s'est entouré de quelques spécialistes. Il a réussi à faire quelque chose qui est très proche. Oui, il y avait toute une équipe de spécialistes. Bien sûr, et même des gens de la NASA qui ont travaillé avec lui sur le film pour mettre en place tout ça et puis donner une crédibilité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a l'impression d'être dans quelque chose qui ne peut pas se faire. C'est ça qui fait ça semble réaliste alors que c'est futuriste. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est là, on va parler vraiment du perfectionnisme de Stanley Kubrick qui vraiment soignait tous ses films jusque dans les moindres détails. Et d'ailleurs, dans chaque plan, on peut toujours... les gens vont trouver 50 000 trucs dans chaque plan. Oui, il y a tellement d'analyses qui ont été faites sur Shining aussi. Un des films à différents niveaux. Mais c'est vrai que sur 2001, par exemple, c'est un film qui est étrangement actuel. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, la puissance des IA, on se demande si, c'est toute la dernière partie du film 2001, où HAL, l'ordinateur devient fou. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes questionnements. On se demande si l'IA ne va pas prendre le contrôle et asservir l'humanité. Et ce sont des choses qui, à l'époque de Kubrick, on aurait dit, c'est un délire. On peut voir le film sur énormément de plans. Il y a le plan, effectivement, du destin de l'humanité, à travers donc l'évolution de l'humanité, comment les premiers outils sont arrivés, puis comment, après, tout ça s'est développé au point d'arriver à une technologie extrêmement avancée. On peut y voir également, à mon avis, dans ce film... Et le film est parlant à ce niveau. Il y a quelque chose qui est parlant, c'est la musique du film. Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathustra, il y a une allusion extrêmement prononcée à la philosophie de Nietzsche. Parce que dans le film, les deux héros sont des cosmonautes qui sont dans une station en orbite autour de la Terre et qui doivent aller sur la Lune. Alors, je ne sais pas si on va décrire véritablement le film dans ses détails. Pas trop d'importance, mais ils ont une mission, on va dire. Ils ont une mission donc intersidérale et ils sont effectivement en rapport avec la Terre à travers des images en liaison. Donc, ils voient la Terre. Et puis, il y a la relation aussi avec cet ordinateur qui est censé commander tout le vaisseau, qui est censé tout paramétrer, tout organisé pour eux en quelque sorte, et qui est en fait normalement un outil qui est complètement à leur dévotion et qui est censé... Et puis effectivement dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais enfin on en parle tellement, l'ordinateur va disjoncter entre guillemets, et puis il va devenir de plus en plus humain, et en tant qu'humain, il va avoir lui-même ses pulsions, ce goût du pouvoir, cette envie de prendre le dessus, de ne plus obéir, de faire ce qu'il veut, et puis de commander, de diriger, etc. Et donc, effectivement, on touche aujourd'hui à une problématique qui est la nôtre, donc c'est l'aspect visionnaire de Kubrick, et cette idée que demain, on pourrait être gouverné par des machines. Tout à fait. À l'époque, c'était impensable, ça aussi. On n'y pensait pas. Il fallait avoir vraiment un cerveau d'avant-garde pour imaginer ça. À mesure que l'ordinateur prend conscience de lui-même dans le film, tu as raison, il a des comportements humains, c'est-à-dire perfectibles. Il fait des choses selon son humeur. Et moi, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que on spoil. Bon, tant pis, si vous n'avez pas vu le film, arrêtez là, vous le regarderez plus tard. Vous regarderez cette émission plus tard. Quand l'ordinateur est en train de mourir et qu'il va être débranché, on ressent une émotion. C'est ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et si tu observes bien, les deux cosmonautes, sont des personnages, finalement, d'ailleurs, ils se ressemblent tous les deux. Ils ont sont presque indifférenciés.
Je vois déjà où tu veux en venir. C'est qu'on ressent on a plus d'émotions pour l'ordinateur que pour ces hommes qui sont transparents, insignifiants. Et là aussi, le mal et puis le fait de faire du mal. Et on retrouve par exemple un parallèle avec les Sentiers de la Gloire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se pose la question, mais est-ce qu'on va tuer l'ordinateur? Oui. Et là, il y a tout un débat qui touche à la morale, qui touche à l'éthique de la responsabilité ou pas, etc. Et l'ordinateur commence à avoir de plus en plus de sensibilité et il ressent que les autres sont en train de lui mentir, de lui cacher des choses. À un moment donné, il dit, mais là, vous me dites pas ce que vous pensez vraiment. Il y a oui, c'est ça. Et c'est l'ordinateur qui, effectivement, nous touche le plus. Sur les lèvres. Voilà. L'ordinateur a cette capacité de lire sur les lèvres. Exactement. Et c'est vraiment des scènes extraordinaires. Alors, personnellement, j'ai jamais plus vu. Ah non, c'est un film unique. C'est vraiment un film unique. Et à travers tout ça, moi, je crois qu'il y a véritablement la philosophie de Nietzsche qui est partout. Oui. Parce que c'est l'idée de la destinée de l'homme. Et alors, je vais reprendre un thème qui m'est cher, et peut-être à toi aussi, de l'homme occidental en particulier. Oui. Parce que, tu le sais, c'est quand même l'homme occidental qui est le moteur de l'avancée de l'être humain. C'est quand même plutôt ici que ça s'est toujours passé. Et si tu veux, on voit bien qu'à partir de ce premier humanoïde, on va dire, et ce premier outil, il y a tout un suivi où l'homme doit aller au bout de la chose. C'est-à-dire qu'il doit aller au bout de la chose qui est dans le film la quête de l'infini et la quête de l'immortalité. C'est-à-dire l'infini en termes d'espace et l'infini en termes de temps et de temporalité. Et je ne voudrais pas dévoiler la fin du film qui est vraiment toute une série de scènes et d'images. C'est vrai. De toute façon, c'est indescriptible au sens strict. Mais je vais quand même te mettre... le décrire, j'y arriverai pas. Je vais quand même te mettre dans l'embarras en te demandant pour ton analyse de la fin du film qui a fait beaucoup parler parce qu'elle est un petit peu vaporeuse. Ça, on peut imaginer des tas de choses en fait. Mon analyse de la fin du film, c'est que c'est très simple. L'homme va aller au bout de ce qu'il peut faire. D'accord. Quelles que soient les conséquences. Je pense que c'est véritablement ça que je ressens dans ce film et qui est un peu porté par la philosophie nietzschéenne. Encore une fois, on trouve la relation très fortement. Et d'ailleurs, tiens, la philosophie nietzschéenne, c'est le surhomme. C'est-à-dire qu'on a l'idée qu'il y a un homme qui est d'exception, qui est un homme qui a des capacités qui est plus forte que celle des autres, et c'est celui-là qui va tirer tout le monde vers le haut et qui va aller au bout. Alors, il y a un détail dans le film. Donc les cosmonautes, il y a deux cosmonautes, il y en a un qui s'appelle Poole, je crois, et l'autre Blowman. Alors je sais plus qui est qui, parce qu'en plus ils se ressemblent. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est volontaire. Si tu observes dans le film, il y en a un qui a une famille et qui dialogue à travers les écrans depuis la Terre avec sa famille. Tous les jours, il a besoin d'être accordé à sa famille. Et puis il y en a un autre, apparemment, il n'a pas de relation particulière avec d'autres personnes, il est très effacé, enfin très intériorisé, et c'est celui-là qui va au bout. C'est lui qui échappe à tout et qui arrive au bout de l'affaire. Et que veux-tu dire par là? Je veux dire par là que c'est une interprétation. Mais c'est pour ça que je t'interroge. Kubrick n'en a pas donné. Mais l'idée, c'est que, à mon avis, c'est une vision de Kubrick du surhomme nietzschéen. Qui est détaché de la condition humaine, un peu, qui est centré sur lui-même, centré sur sa destinée, centré sur ce qui doit l'amener au bout des choses et qui ne va pas s'encombrer d'une famille, d'une vie normale. L'autre astronaute est bien entendu lui aussi quelqu'un d'exception parce que pour se retrouver là où il est, mais il a quand même un côté très humain. Je comprends, Il a un côté plus humain, normal. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas celui-là qui va au bout. Moi, j'ai remarqué ça dans le film. D'accord. Alors que l'autre, qui est plus froid, plus réservé, plus solitaire, plus indépendant, plus individualiste, c'est lui qui va au bout. C'est vrai. Ce n'est qu'une interprétation. En tout cas, un film immense. Je te répète, entre une chose et l'autre, je suis resté sans voix. Oui, c'est ça. On pourrait dire que tu as un peu le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire vraiment une espèce d'émotion, une fébrilité face à une œuvre. On ne sait pas ce qui nous a bouleversé, mais c'est bouleversant. Et on reste comme ça. C'est vraiment bouleversant, c'est prenant, c'est saisissant, c'est... Je sais pas quoi te dire, moi c'est mon film préféré. D'accord. Aucun autre film ne m'a fait cet effet-là. Et je ne l'ai vu qu'une seule fois, parce que je n'ai pas envie de le voir une deuxième fois. Parce que des fois, c'est vrai, c'est fou ça. Oui, je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu qu'une fois, c'était il y a 20 ans, et je ne l'ai pas revu. Tu n'as pas le désir maintenant de le revoir Non, je veux rester sur ça.
Incroyable. Ah ouais, c'est intéressant ça, je trouve. Alors moi aussi, je dose mes revisionnages quand j'aime un film parce que je veux pas m'en lasser. Mais de là à ne jamais le revoir, c'est la première fois que j'entends ça. C'est assez. Mais oui, parce que celui-ci m'a fait un effet. Comment t'expliquer? Bon, il y a beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu, tu vois, comme Sueur froide par exemple. Enfin, je peux t'en citer 50, mais je peux les revoir. Mais celui-ci m'a fait un effet. Il m'a pris au trip. D'accord. Et il m'a pris au trip d'une telle manière que j'ai l'impression que ça pourra pas me faire le même effet une deuxième fois. Tu veux rester sur ta première expérience. Voilà. Intéressant. Ouais. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Je veux rester là-dessus parce que ça a été un choc pour moi, ce film. Alors, à la suite de 2001 l'Odyssée de l'espace, Kubrick n'a fait que créer l'événement. Il y a eu Orange Mécanique, qui était un film que personne n'attendait, qui ne ressemblait à aucun autre film produit jusqu'alors. Et donc, il sort ce film 3 ou 4 ans, je crois, après 2001 l'Odyssée de l'espace. Et là, Orange Mécanique fait l'objet d'un culte. C'est un film qu'on n'avait jamais vu, ultra qui a violent. été très longtemps censuré. Hein. Oui, c'est vrai. Il était censuré, il a été très vite censuré dans plusieurs pays. Et en DVD, même joué. Alors, en fait, il est ressorti à la télé française. Oui. Je peux te dire précisément en 1997. D'accord. Pour un film qui date de 1971. Il y a une longue période de... Oui, parce que là encore, le film, d'abord, est ultra violent pour l'époque 1971. C'est-à-dire que là encore, il n'y avait pas l'habitude de voir des images aussi violentes, une violence aussi crue et une violence gratuite. C'est vrai. On peut dire, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que maintenant, avec tous les films à la con comme Saw qui sont sortis, les gens n'ont plus peur de rien. Toutefois, le film crée toujours un malaise parce que la première scène de violence où il frappe un clochard, pourquoi frapper un clochard? Il n'y a rien de plus gratuit que ça. Un SDF est déjà meurtri par la vie, on ne va pas en plus le frapper. Et ça commence comme ça. Moi, je me souviens que ça m'a énormément marqué. Ah oui, la scène est terrible. La première scène est vraiment terrible. Affreux. Mais si tu veux, quand tu parles de films comme Saw, tu vois bien, on a un méchant qui est vraiment méchant, quoi. Donc en fait, on a l'impression, est-ce que c'est vraiment un humain? Oui. Tu vois, est-ce qu'il existe d'ailleurs quelqu'un comme ça? Tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Alors que là, le méchant, on est attiré quand même par ce fameux méchant-là. C'est-à-dire que le méchant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alex, oui, c'est ça. Alex Delarge. Dans le film, on ressent quand même quelque chose. On ressent malgré tout, même dans le pire, un soupçon d'empathie pour lui. Oui, c'est vrai. Par rapport à son côté esthétisant, par rapport à sa libération des pulsions. On sent qu'en fait, à travers ce qu'il fait, il cherche à s'affranchir de toutes les règles, si tu veux, de morale banale, les règles de vie en société, tout ce qu'on peut considérer comme beau, pas beau, toutes les conventions de son époque. Quand, par exemple, il se retrouve dans cette famille, il se retrouve dans la villa... bourgeoise avec des arts contemporains, etc. Voilà. Et là, il s'en prend au mari, à la femme, il casse les œuvres d'art. On sent qu'en fait, il y a une envie de tout envoyer promener, en quelque sorte, chez lui. Oui. C'est comme ça qu'on le ressent. Et donc, forcément, malgré l'horreur des actes qu'il commet, personnellement, j'ai ressenti comme une forme de compréhension de ça. Non pas que je vais me mettre à faire la même chose, mais je veux dire par là qu'on a l'impression qu'il a envie d'envoyer promener toute la société, tout ce qui l'entoure. D'autant que ce qui rend le film moral, c'est qu'il le paye tout de même. C'est-à-dire que c'est assez construit comme un conte, c'est futuriste, mais c'est construit un peu comme un conte de Perrault. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'il a agressées finissent par l'agresser à son tour. C'est ça. Et il y a une scène pour moi qui est clé, et là, encore une fois, on voit tout le génie de Kubrick, c'est que lorsqu'il sort de prison et qu'il revient chez ses parents l'ont remplacé par un autre enfant. C'est ça, oui, cette scène, mais alors quand je l'ai vue... elle est terrible. Elle est terrible parce qu'il y a rien de pire que des parents qui t'éjectent. Mais tu vois que dans ce film-là, parce que peut-être qu'il faut, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est un film qui est très déroutant. Oui, bien sûr. Très, très déroutant dès le début, parce que nous avons affaire à des délinquants gratuits. On est à une époque où il y a la libération de la jeunesse. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que jusque dans les années 50, c'était le début des blousons noirs, mais jusqu'à ces périodes-là, jusqu'à une date récente par rapport à la date de sortie du film, les jeunes, ils n'ont pas une existence propre dans la société en tant que jeunes. Je comprends, ouais. C'est les enfants de leurs parents, et puis après, ça devient des adultes. C'est une génération d'apprentissage, toujours, qui... À partir des années 60, le jeune a une autonomie. Oui. En termes de créativité, en termes de morale, il y a le début donc d'une contestation de la morale et de la société à partir des années 60 qui est portée par la jeunesse. Oui. La jeunesse qui veut s'affranchir des conventions. Et ce n'est pas un hasard si ce film-là sort en 1971. 71, c'est 3 ans après 68. Et on baigne toujours dans cette atmosphère. Donc il montre
cette jeunesse dans son aspect, bien entendu, le plus terrible, un aspect qui est marginal, mais il tire vers ce qu'il y a de plus choquant, de plus terrible, les pulsions qui certainement poussent la jeunesse de l'époque. C'est vrai. Je ne sais pas si on m'a bien compris. Non, je comprends. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait dire, parce qu'on a un public quand même plutôt de droite, qui va dire, mais finalement, quel est ce monstre Kubrick qui filme, qui évoque la pédophilie, qui nous raconte l'histoire d'un ordinateur tueur, qui nous fait avoir de la compassion pour un délinquant. Alors, un exemple quand même de la moralité de Kubrick, sorti de son univers fictionnel, lorsqu'il a vu qu'en Angleterre, des délinquants s'étaient inspirés de son film pour commettre des crimes, il a demandé à ce que son film soit retiré en se disant le public n'est pas prêt, les gens ne sont pas prêts à faire la part des choses. Exactement. Et là, je trouve que c'est un sursaut moral. Il a perçu la gravité de l'œuvre artistique et les prolongements que ça pouvait avoir dans le réel. Voilà. Et effectivement, lui... Et on voit bien que cet homme-là vivait pour son art. C'est pas quelqu'un qui cherchait à faire du commercial. Lui a demandé à mettre le haut là. Tu fais très bien de le rappeler parce que c'est important pour qu'on comprenne aussi la personnalité. Alors, tu me dis le public de droite, etc. Mais enfin, Dostoïevski, qui était bien de droite, il me semble. C'était vraiment un penseur conservateur. Bien, il a fait Crime et Châtiment. Bien sûr. Le héros, c'est qui ? C'est quelqu'un qui assassine une vieille pour lui prendre son argent. Et tout le livre, c'est les turpitudes de ce jeune homme avant d'arriver à la rédemption. C'est vrai. Tous ces déchirements moraux. Il a fait Les Possédés. Les Possédés, c'est un groupe de terroristes, anarchistes russes, etc. Et on voit des gens qui sont attirés par ça, qui sont tentés. Mais bon... Si tu veux... Lorsqu'on est un artiste, on peut aller sonder les tréfonds de l'âme humaine. Exactement. On en a le droit, mais on en a le devoir. Et un film comme Orange Mécanique est un film où on peut avoir politiquement et sociétalement, si tu veux, une interprétation extrêmement ambivalente. Oui, tout à fait. On peut le voir des deux côtés. C'est-à-dire que si on continue de raconter le film, donc il y a toute la période de violence, etc. Puis finalement, il se fait évidemment mettre en prison. Et ensuite, il y a une thérapie. Qui lui est appliqué. Pour le désintoxiquer de la violence. Pour le désintoxiquer avec, je ne sais pas si tout le monde a vu ces photos où on lui écarquille les yeux. Oui, c'est très connu. On voit des images horribles, de manière en fait à le dégoûter de la violence, etc. Bon. Et là encore, on ressent un énorme malaise. C'est-à-dire qu'on se demande si ceux qui sont censés le soigner... Alors, il y a la phase prison, avec les surveillants. Oui. Bon. La façon dont ils peuvent abuser de leur pouvoir, de leur autorité, la façon dont ils se comportent, etc. Et puis, il y a la phase des médecins qui pratiquent la thérapie qui est montrée d'une façon très froide, d'une façon extrêmement scientifique, sans aucune humanité, alors qu'on est censé guérir un homme de ses turpitudes, du mal, et on ne sent pas d'humanité du tout. Et donc, à travers ça, on peut se demander si le basculement que nous avons vers une société de plus en plus raccroché à la médecine, à la science, est vraiment quelque chose qui va apporter le bonheur à l'homme, qui va le sauver du mal, justement. Donc, on peut le voir de plein d'aspects. Oui, avec même la toute fin, si on veut lui donner une dimension politique, je trouve qu'il y a une résonance avec notre époque. C'est-à-dire qu'il y a une entente entre l'élite politique et Alex pour lui dire, écoutez, finalement, vous nous êtes plus utiles en tant que racailles. C'est ça. Nous, on a d'autres choses à faire. Mettez le souk dans la société. Exactement. Et nous, on va gérer en haut. Et je trouve que ça a une résonance aujourd'hui. Énorme. Bien sûr, énorme. À l'époque, on parle de globalisation avec des groupes qui manipulent à la fois la politique, des guerres, etc. Enfin, tout ça est vraiment ressenti dans le film. On a 1000 façons, 1000 angles pour aborder ce film. Et comme on a 1000 angles, eh bien, on ne peut pas dire c'est le film d'un gauchiste. Moi, je l'ai jamais vu comme un film de gauchiste. Non, c'est sûr. Jamais. Oui, mais on peut quand même... Il y a des gens qui l'ont interprété comme ça. C'est vrai. On pourrait le voir comme un soutien aux délinquants face à une méchante police. En première lecture, on pourrait dire que c'est ça. Et en fait, ce n'est ni pour ni contre, c'est beaucoup plus subtil que ça. Exactement. Ça nous met en perspective tous les ressorts de tout ça. Et ça nous met en perspective le traitement du mal par la société. C'est vrai. Qui n'est pas forcément meilleur à l'époque que décrit Kubrick, donc à l'époque où ça se passe, que ça ne pouvait l'être avant. Moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Là encore, il y a une permanence de l'être humain dans ses comportements et dans son mal
qui est montré et qui, en fait, vise à expliciter aux gens que le progrès n'est pas forcément du progrès. Oui, c'est vrai. Ce film me fait penser, au niveau de son traitement de la violence, à Robocop, qui lui aussi avait cette manière de présenter à la fois la violence de la canaille et celle de l'élite d'en haut. Oui, mais Robocop est un film très intéressant. Oui, très intéressant. Très intéressant. Aussi, Bon, alors, c'est plus... oui, c'est plus spectaculaire quand même. Oui. Moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les films de Kubrick, toujours encore une fois, pour le jeune public qui, malheureusement, a l'habitude de voir des films qui sont toujours se ressemblent, qui sont très stéréotypés à notre époque. Là, la subtilité est infiniment plus grande. Plus grande. Donc, le personnage même d'Alex, donc dans le film, il y a des moments où on l'aime, il y a des moments où on l'aime plus, il y a des moments. Oui. Parce que on a parlé de son comportement, mais Alex est un artiste. Oui. C'est quelqu'un qui adore Beethoven. Il y a aussi ça. Oui, c'est ça. C'est là où le décalage est créé. Voilà. Le paradoxe, c'est qu'à la fois, c'est un sanguinaire et en même temps, il est raffiné. C'est ça. Donc, il aime sincèrement Beethoven et pour les bonnes raisons, pour son génie. Et il associe dans sa tête les pulsions de violence à Beethoven, ce qui nous met mal à l'aise, parce que Beethoven, c'est fantastique. Mais bien sûr. Et en même temps, on n'a pas envie d'associer ça à de la violence. Mais même à travers son accoutrement et l'accoutrement de la bande, il y a un aspect esthétique dans la violence et dans la délinquance. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il esthétise la violence et la délinquance en l'esthétisant. Évidemment, il peut nous la rendre presque sympathique. Oui, bien sûr, parce qu'Alex est drôle aussi, on a oublié de dire ça, voilà. C'est qu'il y a un moment où le personnage fait rire, forcément quand vous riez avec un personnage, vous êtes un peu de son côté. Voilà. Et alors en plus, moi j'adore cet acteur qui joue ce rôle, qui est excellent. D'ailleurs c'est un rôle qu'il a un peu plombé par la suite. Oui, le rôle de sa vie, il a rien. C'est le rôle de sa vie, oui, il y a eu plusieurs acteurs comme ça, qui ont eu le rôle de sa vie, mais en se mettant entre les mains d'un génie c'est ça. Qui en ont fait un peu ce qu'ils voulaient, et puis après il a eu du mal. Alors, après, il y a eu Caligula quand même, et il est très bon dans Caligula. Malcolm McDowell a joué Orange Mécanique et Caligula. Ouais. Enfin bon, il faut avouer que l'empereur Caligula, je sais pas là aussi si on peut expliquer, un empereur dément, fou, sanguinaire, etc. C'est vrai. Bon, ça l'a condamné à des rôles un peu extrêmes, paroxystiques. Vraiment extrêmes, qui vont pas se trouver dans tous les films. Il a moins joué ensuite. Mais il a fait plusieurs films avant, des films de jeunes. Oui. Il a joué dans un film qui s'appelle If. Oui, exactement. Qui était un film de jeunes, justement, dans un pensionnat où il se rebellait. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que Kubrick l'a découvert. Il s'est dit, tiens, je voudrais... Mais il a un physique, il a une tête très particulière. On le reconnaît d'entre mille. Il a une tête... qui est extrêmement où il y a des éclairs de sadisme, et puis il a quand même cet aspect juvénile, enfantin, avec des éclairs de sadisme. Il est extraordinaire comme acteur, il faut le souligner. Alors un élément à connaître, parce que moi j'adore Kubrick, donc j'ai lu des biographies, j'ai vu des documentaires pour vous donner un peu des éléments de sa personnalité. C'est vrai que Malcolm McDowell en parle toujours avec nostalgie, parce qu'il dit, pendant le tournage, j'avais l'impression que Kubrick était devenu mon meilleur ami, et après il m'a plus jamais rappelé. Mais c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il était envahi par ses prochains films, mais il n'avait pas le temps. Voilà. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui est très clair, c'est que, même Hitchcock, par exemple, toutes les actrices te disent que Hitchcock était infernal, horrible, épouvantable, enfin, bref, mais toutes, Kim Novak l'a dit, Grace Kelly l'a dit, mais est-ce qu'on peut juger ces gens-là comme les autres? Comme les autres. Alors, on va me parler en ce moment. Alors, je ne parle pas évidemment d'agression sexuelle. Je parle de comportement. Je crois que ces gens-là avaient dans leur tête un film bien particulier, comme par exemple Van Gogh pouvait avoir son tableau dans la tête, sauf que là, ce qu'il allait torturer, c'était des tubes de peinture, bien sûr. Et des pinceaux. Hitchcock et Kubrick, qu'est-ce qu'ils vont torturer? C'est des acteurs. Oui, c'est ça. Et certainement qu'ils voulaient que ce soit la réplique à tel moment, etc. Et ils étaient assez invivables, certainement. Oui. Alors, ce qui rend aussi son cinéma remarquable, je dis, c'est la singularité de ses films. C'est-à-dire que très souvent, la plupart des films de Kubrick, surtout à partir du milieu des années 60, quand vous voyez un film de Kubrick, vous dites, mais je n'ai jamais vu ça. Par exemple, on peut aussi dire, tu prends Full Metal Jacket, on va dire, bon, c'est un film de guerre assez classique. Non, tout le début de Full Metal Jacket, c'était un huis clos dans le camp d'entraînement des Marines, et j'avais jamais vu ça. J'avais jamais eu autant de tension. J'ai jamais vu ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit... si tu veux, donc c'est un film de guerre. Donc on se dit, on va faire la guerre, ça se passe au Vietnam. Il y a eu plusieurs films déjà sur le Vietnam magnifiques, comme Apocalypse Now ou Voyage au bout de l'enfer, que j'ai adoré, de Michael Cimino. Mais là, finalement, au tout début du film, c'est pas tellement la guerre qu'on voit, c'est les maltraitances d'un soldat qui est obèse, on va dire, d'un jeune soldat qui est obèse et qui est maltraité par tout le monde, y compris par l'adjudant-chef ou je ne sais plus quel sergent-chef, enfin bon, bref. Et le malaise qu'il y a à voir comment toute la tension de la vie militaire
est capable de se reporter sur quelqu'un qui est plus faible, qui a un physique disgracieux, etc. Et là encore, tu vois, c'est le mal. Oui. Comment on voit le mal au quotidien, ce mal gratuit qui est en nous, et comment il se répand et comment on l'expulse de nous. Voilà. Donc, on retrouve toujours une part un peu de nous-mêmes là-dedans, malgré tout, malheureusement. N'est-ce pas ? Je trouve que le coup de génie du film, qui presque pour le coup est scénaristique, c'est cette idée que avant même d'en arriver à la guerre, on va être épuisé en tant que spectateur psychiquement par toutes les horreurs qu'on a vues, ces méchancetés qu'on a pu voir entre les camarades de l'armée. Voilà. Et avant même d'affronter les Vietnamiens, on se dit de toute façon déjà il y a un problème dans l'humanité, même homogène. Exactement, il y a un problème dans l'humanité, même entre nous. Entre nous, c'est affreux. Ouais. Et alors après, évidemment, il y a toutes les périodes de combat, et puis alors la jeune fille qui sont amenées. Bon, je voudrais pas aller au bout de l'histoire. Il faut pas répéter je ne peux pas répéter l'histoire, mais le film est extrêmement troublant. On a mal au ventre pendant tout le film, parce que évidemment, on prend parti évidemment pour celui qu'on appelle la baleine, le fameux garçon, et puis on a mal au ventre tout du long parce qu'on les voit vraiment souffrir. Et lui aussi, la baleine, ça aussi, je vais pas raconter, mais expulse tout ce mal qui est en lui à un moment donné. Bon, voyez le film, vous verrez, c'est quelque chose qui vous brise le cœur, qui vous prend aux tripes, qui ne vous laisse pas indifférent. À la fin du film, vous n'êtes plus tout à fait le même pendant un certain temps. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Olivier, mais moi, ce qui m'a touché dans le film, c'est cette idée que finalement, avant d'aller au combat, dans une période d'entraînement, le soldat est déjà cassé. On casse son humanité pour qu'ensuite on le lâche tel un chien enragé. C'est ça, mais bien sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait comprendre l'ignominie de la guerre. En fait. Et on est prêt à livrer le plus faible d'entre eux pour justement renforcer, souder les troupes et accentuer leur inhumanité, les pousser à tuer. C'est vrai. Et c'est ça qui est vraiment terrible dans ce film. Il faut le voir absolument. Alors, le film est plus court, il est très vif, celui-là. Oui, il est très vif, par rapport à 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, c'est vrai. Mais ce qui est extraordinaire, comme tu dis, c'est que tous ces films-là, on n'a jamais vu ça avant. Et on n'a pas revu ça après. On n'a pas revu ça après. Orange Mécanique, tu as vu quelque chose qui ressemble à ça ? Non. Le mec qui essaye de faire un remake ou de faire quelque chose dans style... Personne n'a osé pour l'instant. Personne n'a osé, mais observe bien quand même. Il faut bien voir qu'à l'époque, on a quand même... Et dans cette époque particulière... on a parlé tout à l'heure du Code Ice qui codifiait extrêmement, d'un point de vue très moraliste, tout le cinéma. La période actuelle, depuis à peu près 25 ans, c'est une période qui est très codifiée également. Oui. Mais sur un autre plan. C'est codifié sur un plan commercial. Avec des trames qui se ressemblent, avec des personnages qui sont très marketés, qui sont censés, je dirais, rappeler tel fragment de la société, tel sociotype, des archétypes, etc. Et il y a eu cette période entre 1965, 66, 67 et peut-être 81, 82, 83, où c'était très différent et où, encore une fois, les personnages qu'on vient de citer dans les films de Kubrick, mais on a cité Pasolini, on peut citer les films de Fellini, on peut citer plein de films, sont complètement déjantés, ne ressemblent à rien ni à personne. C'est vrai. Et tout simplement parce qu'à l'époque, il faut bien voir l'histoire du cinéma. Pourquoi le Code Ice a éclaté ? Il y a eu effectivement les mouvements sociaux, les mouvements de la société pour ça. Mais il y avait également le fait que ce cinéma un peu à l'ancienne, américain, le cinéma hollywoodien, était en difficulté dans les années 60. Oui. Il était en difficulté par rapport aux séries télévisées américaines et que les gens voyaient comme plus modernes, plus dynamiques, plus réalistes, plus vivantes, plus proches de l'époque. Et il était en difficulté par rapport au cinéma italien et par rapport au cinéma français aussi, de la nouvelle vague, où il y avait plus de, je dirais, plus de liberté et donc quelque chose qui ressemblait plus au public de l'époque. Oui. Et face à ça, les studios américains ont décidé de laisser carte blanche à des jeunes réalisateurs. Et c'était un cinéma où les producteurs avaient lâché la bride aux réalisateurs. Mmh. Parce qu'un film comme 2001 de l'espace, moi je voudrais voir aujourd'hui... Qui financerait ça ? Tu t'imagines raconter une histoire comme ça ? Tu arrives avec ton dossier, pendant 40 minutes, c'est des singes qui vivent entre eux, il n'y a pas une seule parole, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas un truc. Ouais. Et puis après, c'est une histoire, c'est dans une navette spatiale, on ne sort pas de là. Et donc, ils se battent avec un ordinateur, c'est les rapports avec l'ordinateur, etc. Explique-moi, quel producteur aujourd'hui financerait ça ? Oui. Et à cette hauteur, parce que c'était un film à très gros budget pour l'époque. C'est un film qui a époustouflé, je dirais, ne fût-ce que techniquement, le public. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un âge d'or, qui malheureusement maintenant est un peu terminé, où les grands auteurs, les vrais artistes du cinéma,
avait les mains libres. Avait les mains complètement libres. Je pense par exemple à Visconti. Est-ce qu'on donnerait aujourd'hui autant d'argent à Visconti pour faire Ludwig, un film de 4 heures sur un roi qui finit... On ne peut pas voir des films comme ça aujourd'hui, c'est pas possible parce que personne ne financerait. Et pire encore, Olivier, est-ce qu'il y a encore le public pour ? Ça, c'est une question. Alors moi, je vais te répondre. Je suis désolé, je vais te répondre et je vais te donner une anecdote très précise. Oui. J'étais chez moi un soir, devant ma télé, et début du film Le Guépard sur Arte. Bon, Le Guépard, c'est quand même un film là aussi très long, avec des plans très longs. Il faut connaître un peu l'histoire de l'Italie, du Risorgimento, etc., etc. Et j'étais avec ma fille qui, à l'époque, avait 11 ans. Oui. Mais ma fille a été captivée par le film. Ah. Ma fille est restée jusqu'au bout devant ce film qui dure 3 heures. D'accord. Et elle regardait comme ça. Alors après, elle en a parlé à mon fils qui n'était pas là. D'accord. Ah, tu devrais voir ce film-là, etc., etc. Et ça m'a vraiment interloqué. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai évoqué cette idée de faire des émissions de cinéma. Oui. Parce que je pense que le public est toujours là. D'accord. Simplement, on lui propose plus des œuvres comme ça. On propose du facile, du consommable, en fait. Bah, je vais donner un exemple tout simple. Quand j'avais une dizaine d'années, je suis tombé sur des Kubrick à la télévision. Mais ça arrive de moins en moins. Je suis désolé. Ah bah oui, sur France 2, M6, etc. Oui, ou à des heures tardives, ou sur Arte. Maintenant, c'est le film confidentiel. En plus, on remonte toujours les mêmes. Les films un peu les plus ténébreux de Kubrick, on les montre pas. C'est terrible. C'est ça. Et donc, je me suis dit qu'en fait, le public... Parce que moi aussi, je me dis, bon, mais maintenant, les jeunes, ils sont formatés différemment, etc. Je peux te citer un autre cas où j'étais avec un de mes neveux et on a regardé Chinatown de Polanski. Oui. Et où, à la fin, il était interloqué parce que la fin est brutale, ça finit pas bien. Et puis, il me dit, mais normalement, ça finit bien. Ouais. Mais le film lui avait beaucoup plu quand même. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, le public est enfermé dans un cinéma qui... Moi, parfois, je trouve, ressemble à des jeux vidéo. C'est vrai. Voilà, ou parc d'attractions. Enfin, on a l'impression qu'il faut avoir de la sensation sur le moment. Il n'y a qu'à voir toute cette suite de films de super-héros qui se ressemblent tous. Oui. Où est la part pour un vrai cinéphile ? Honnêtement, où est le plaisir ? C'est quand même... oui, moi, je suis frustré de voir ces films-là. Bon, on passe un moment, quoi, voilà. Et je pense qu'il y a matière à retrouver l'art et l'émotion. Oui. Et je dirais même la réflexion dans le cinéma en revoyant ces films-là. Et c'est pour ça que vraiment je suis très intéressé par ces émissions. C'est pour que beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas aient envie de s'y pencher, aient envie de replonger là-dedans et de voir vraiment autre chose. Alors bien sûr, nous faisons des introductions, à vous de voir les films. Bien sûr. La carrière de Kubrick est tellement énorme qu'on pourrait passer parfois une émission entière à parler d'un seul film. Bien sûr, alors on peut y passer la journée. On peut quand même un peu évoquer Eyes Wide Shut. Que penses-tu du film ? Et est-ce que, comme certains, tu as cette impression d'inabouti ? Est-ce que tu penses vraiment que Kubrick n'est pas mort trop tôt ? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fini le film ? Je ne sais pas. Quel regard tu penses sur ce film ? Parce que Kubrick est mort l'année de sortie du film. Et ce film est vraiment extraordinaire, je trouve. Et je pense d'ailleurs que pour le jeune public, il faudrait peut-être commencer par ce film-là. Parce que le film est plus récent, il date de 1999. C'est le film quasi posthume parce que il est mort tout de suite après. Mm-hmm. C'est amusant parce que la dernière fois, on avait fait Pasolini avec Salo, les 120 jours de Sodome, il est mort juste après. Et là, c'est Eyes Wide Shut. Alors, Eyes Wide Shut, pourquoi est-ce que je trouve qu'il est peut-être le film le plus accessible pour le jeune public tout de suite ? C'est parce que ça parle quand même de thématiques qui sont vraiment dans l'air du temps aujourd'hui, et qui touchent à ce dont on parle même nous, c'est-à-dire le mondialisme, la superclasse mondiale, une espèce de forme de complot mondial, et tout en étant toujours dans les thématiques du mal. Et la tentation du mal chez Kubrick. Alors moi, ce film-là, je peux te faire une lecture même à travers mes propres livres. Parce que, quelle est l'histoire du film ? L'histoire du film, c'est le film d'un couple qui tout réussit. L'un est avocat. Alors les deux acteurs principaux, c'est en plus des acteurs que tous les jeunes connaissent, c'est-à-dire Tom Cruise et Nicole Kidman. Et tout réussit, leur couple marche bien, ils ont une petite fille. Tout va bien pour eux. Et puis un jour, Tom Cruise, donc le héros du film, est tenté d'aller à une soirée. On lui suggère d'aller à une soirée qui se passe dans un grand château. Et qui est une soirée très spéciale puisque c'est une orgie. C'est une orgie, Voilà. Alors une orgie où ils sont tous masqués à la vénitienne, on va dire. Très esthétisé. Très esthétisé, voilà. Et on lui a donné les codes pour entrer parce que l'entrée est très codifiée, c'est très difficile d'accéder puisque en fait tous les gens qui sont là sont des gens très puissants ou très riches apparemment. Bon. Et il se retrouve au milieu de cette soirée.
Bien, il est masqué, hein, comme les autres, hein, on lui donne... Mais il se fait quand même repérer. Malgré tout, on le reconnaît. Ouais. On le reconnaît. Parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est un rêve ou si ça lui arrive vraiment. Parce oui, que, c'est très onirique. Hein, la scène, bon, est assez particulière. Hein, magnifique d'ailleurs. Elle est magnifique, hein, magnifique. Et comme tu dis, c'est très onirique. On ne sait même pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Mais c'est là toute la subtilité du film. C'est-à-dire que dans le film, on ne te donne pas la clé. Est-ce qu'il y a vraiment tout ce complotisme un peu orgiaque dont on parle? Est-ce qu'il a rêvé de cette infidélité et finalement il se réveille avant de la commettre? Est-ce que ça lui arrive vraiment et on parle des sociétés secrètes? Finalement, on ne sait pas trop en fait. Voilà, parce que en fait, de cette orgie, on part sur une société secrète, comme tu dis, dont on a pu parler. Et puis, bon, apparemment, il y a eu des témoignages sur certaines personnes très puissantes, des banquiers, etc., qui auraient organisé ce genre de soirée. Là aussi, est-ce vrai, c'est pas vrai? Bon, moi, j'ai pas enquêté là-dessus. Hein, on saura pas. Donc, le film joue beaucoup avec ces aspects-là. Le fait est qu'ensuite, Tom Cruise, suite à cette soirée, est pourchassé, en quelque sorte. Enfin, il se sent en danger. Mais là encore, c'est un peu... c'est pas trop par qui, c'est par fuyant, quoi. On ne sait pas trop par qui, par quoi, etc. Il y a pas mal de scènes, là aussi, qui sont assez troublantes, hein, assez sulfureuses, que je voudrais pas décrire, parce que je veux pas non plus que... Non, que les gens... voilà, il faut laisser le mystère. Même comment est-ce qu'il a été repéré je le dirai pas, parce que c'est une des clés du film où on va le savoir. Le fait est que quand il est repéré, il y a une espèce de tribunal qui s'organise le soir même. Voilà, pour et donc durant tout le film, ensuite, il est pourchassé, il se sent épié en permanence, suivi. Et je pense que là, le film est très clair pour moi. C'est-à-dire que véritablement, on parle, je dirais, d'une espèce de caste, la super classe mondiale. Hein. Moi, je l'appelle comme ça. Alors, bon, tout le monde va l'appeler. Finalement, au départ, on pense que c'est le sujet périphérique, mais c'est peut-être le sujet central. À mon avis. C'est-à-dire que finalement, il utilise ce prétexte de parler de ce couple pour évoquer. Alors, on retrouve toujours la thématique de Kubrick, c'est-à-dire l'homme ordinaire. Ce que tu disais, le mal. Emparé par le mal, la tentation, et donc, ça revient, parce qu'on suit aussi Tom Cruise à travers ses pérégrinations mentales, le remords qu'il a. C'est vrai. Parfois, on a l'impression qu'il a envie de laisser tomber son couple pour s'adonner à des choses. C'est vrai. On ne sait pas véritablement comment... Mais finalement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais un peu comme Orange Mécanique, qui a une structure en miroir. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, retour à la case départ à la fin, le couple redevient sage, décide d'être soudé, finalement sans avoir fauté d'un côté comme de l'autre. C'est resté à l'état de fantasme. Et la petite vie bourgeoise reprend son cours dans une espèce de mollesse agréable. Oui, mais malgré tout, on sent quand même à la fin que quelque chose est quand même cassé, qu'il y a autre chose. Que, comme tu dis, on a vu de l'autre côté du miroir. C'est ça, ouais. Et ça reste. Et donc, eux en fait, s'enferment dans leur confort bourgeois qu'ils avaient auparavant. Oui. Mais, tu sais, j'avais vu des analyses du film avec des plans où on voit, par exemple, à un moment donné, dans un plan, mais tu ne le vois pas, en fait, en réalité. Il faut vraiment s'arrêter sur l'image pour le voir, où la petite fille se fait enlever dans un magasin par deux hommes en costume sombre, etc. Elle se fait prendre par la main, on a l'impression qu'il l'enlève. Ah, je me souvenais pas, ça, tiens. Tu ne le vois pas. D'accord. Et ça, j'avais vu des gens qui avaient analysé, qui avaient carrément découpé le film, parce que dans les films de Kubrick, il y a énormément de détails qui sont presque des images subliminales. Bien sûr. Et une forme d'inquiétude sur le visage de Tom Cruise et de Kidman à ce moment-là. Et on a l'impression, si tu veux, alors c'est tout ça, si tu veux, tout ça peut laisser la porte ouverte à beaucoup d'interprétations, mais quand on revient à la phase, comme tu dis, de la stabilité du couple, on sent quand même qu'il y a un autre regard sur la vie qu'ils portent. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont découvert le mal et qu'ils ont découvert le mal à la fois le mal de l'homme lui-même et puis peut-être le mal absolu bien sûr, les réseaux, pouvoir etc. occulte des réseaux, etc. En fait, c'est vrai. Qui change la vision de la vie. Alors, ils ont envie de s'enfermer pour revenir à la vie normale qui est la leur, mais il en reste quelque chose. Comme souvent à Kubrick, on finit dans un certain inconfort psychologique. Exactement. Le film se termine et on a comme ça quelque chose au ventre qui fait mal. Exactement. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser malgré tout que Kubrick a fait ce film à la fin de sa vie, parce qu'il était quand même malade depuis un certain temps, et que vraiment c'est peut-être là qu'il nous a laissé le message le plus fort et qui touche à la fois à la politique et comment finalement cette très haute politique, en quelque sorte, ces très gros enjeux de pouvoir arrivent à attirer l'homme ordinaire vers les pires penchants qu'il peut y avoir par le mal, c'est vrai. Et à le tenir par le mal qu'on instille ou qu'on excite en lui, en quelque sorte. C'est comme ça que je l'ai vu. Alors, je sais pas.
encore une fois, on peut l'interpréter de mille manières, sûr, mais il me semble que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Encore un chef-d'œuvre, en tout cas, de Kubrick. Écoutez, on pourrait faire une émission de 4 heures. On ne sait pas trop quand commencer, quand s'arrêter. On aurait pu parler de Shining aussi. Ah bah oui, on n'a pas du tout parlé du film. Oui, Shining, moi, qui est un film magnifique. Effectivement. Alors, je vais te raconter une anecdote. À différents niveaux, d'ailleurs, en plus. À différents niveaux, là aussi. Alors, Shining est un film qui m'a beaucoup impressionné, mais il faut dire que le jour où je l'ai vu, j'étais tout jeune et j'étais en Corse. Oui. Et le film est sorti en 1980, je crois. Oui, c'est ça. Mais alors, moi, je l'ai vu peut-être en 85. Et j'étais seul. En fait, on avait une petite maison en bord de mer, ma famille, et c'était l'hiver. Et j'avais été le voir là-bas. Et j'étais seul, il y avait une tempête. Alors, je sais pas si tu vois le film, mais alors en plus, dans le contexte. Comme si tu avais été projeté comme ça dans le film. Ah oui, alors tu vois, tu entendais des bruits partout parce qu'il y avait le vent, etc. Puis alors, le film lui-même est un film extrêmement prenant. Enfin, je veux dire, c'est un film d'épouvante, on va dire. Hein. C'est le mot, hein. Et c'est un huis clos, là encore. Et là encore, tu vas retrouver plein de problématiques. C'est-à-dire que c'est vraiment le père qui est saisi par le mal. C'est ça, ouais. Rendu fou par la solitude, par la dépression. C'est exactement. Quelqu'un qui essaie d'écrire un livre, mais il n'y arrive pas. Et finalement, sa méchanceté se tourne vers sa famille. Vers sa famille. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je crois que Stephen King, qui était l'auteur du livre qui a donné le film ensuite, n'est pas très content parce qu'en gros, pour vous la faire courte, Stephen King avait écrit un vrai livre d'épouvante. C'est-à-dire, pour Stephen King, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était des fantômes qui rendaient fou le personnage. Alors que chez Kubrick, on ne sait pas si c'est une histoire fantastique ou si le mec n'est pas simplement un alcoolique qui a viré fou. Et méchant avec sa femme. Alors, il y a encore une autre interprétation, figure-toi. Ah bah tiens, je t'en prie. Oui, parce qu'au début du film, parce que là aussi, alors ce film, qui au début, est passé pour un film d'épouvante classique, enfin, bon, en fait, recèle énormément de potentiel d'interprétation. Ouais. Au début du film, au moment de la visite, quand les employeurs de la famille, enfin, puisque la famille est employée pour être gardien de l'hôtel qui est complètement isolé, en haute montagne, en plein hiver, dans le blizzard, etc. Quand l'employeur fait visiter l'hôtel à la famille, il parle de tombes d'Indiens qui auraient été massacrés et qui sont enterrés sous l'hôtel. C'est ça, oui. Tu vois ? Donc, on pourrait y voir... Le classique de l'épouvante, finalement. Alors, le classique de l'épouvante, mais ça va au-delà. Alors, tu vas me dire, c'est peut-être mon côté un peu politique. Vas-y, je t'en prie. Etc. Mais l'idée que l'homme blanc, qui vit tranquillement, vit sur un monceau de cadavres des gens qu'il a massacrés, en l'occurrence les Indiens, et qui se vengent à travers, si tu veux, leurs esprits qui viennent hanter la maison, et on peut l'interpréter comme ça. On pourrait dire ça, même si paradoxalement, après, dans les apparitions de fantômes, il n'y a pas du tout d'Indiens, etc. Il n'y en a pas du tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais c'est un petit élément mis comme ça. Il y en a tellement des éléments dans les films de Kubrick, encore une fois, même les décors. Moi, j'ai vu des émissions où on te montre tel tableau qui monte ci, tel truc. Il y a plein de détails qui peuvent... le labyrinthe qui est au centre du film. Alors, le labyrinthe, ça, c'est une évocation du Minotaure. Parce qu'à la fin... est-ce qu'on va raconter là encore ? Bon, disons qu'en fait, il y a un labyrinthe qui tient une place centrale dans le film, qui est autour de l'hôtel, qui est à côté de l'hôtel. C'est un labyrinthe de jardin, c'est-à-dire c'est un jardin à la française en forme de labyrinthe. Et les personnages y retournent souvent, s'y perdent. C'est l'occasion aussi de dire que Kubrick mélangeait la technique et l'art pur, parce que chaque fois il se tenait au courant des meilleures avancées techniques. C'est dans ses films, dans Shining, qui est apparu pour la première fois la Steadicam, c'est-à-dire la caméra qu'on porte sur soi et qui permet comme ça de suivre un acteur en train de courir. Et donc tout ça au service, bien sûr, de l'esthétique. Et c'est un très beau film. Ce qui est étonnant avec Shining, c'est que beaucoup disent oui, il a mal vieilli, il fait plus trop peur. C'est vrai, il fait pas si peur que ça, mais il met mal à l'aise. En fait, c'est un film plutôt de malaise. Je l'ai vu avec mes enfants qui ont été là aussi assez troublés quand même. Malgré tout, hein, donc c'est pour ça. Et alors, il y a aussi une autre thématique dans ce film-là qui, évidemment, nous revient en pleine figure, c'est que c'est un peu la mort du père aussi. C'est vrai. C'est la mort du père, c'est la mort du patriarcat, c'est le patriarcat qui est violent, qui opprime sa famille, etc. On peut le voir aussi parce que Kubrick, comme on l'a vu déjà dans tous les précédents films, était extrêmement empreint des évolutions sociales et sociétales et politiques. Et son cinéma a accompagné ces réflexions contemporaines. Voilà. Et il arrivait à mélanger tous ces angles de vue dans un seul film. C'est-à-dire que très souvent, tu as des films à message et autres où on n'a qu'un angle de vue, où on est aiguillé sur une chose bien particulière. Lui, tu peux le voir de plein de manières. Tu vois, comme je t'ai parlé, la famille occidentale dans le confort, alors que le paternalisme et le patriarcat attaqué, etc. Enfin,
on peut y voir extrêmement d'interprétations, de variantes interprétatives. Tu disais commencer par Eyes Wide Shut, mais aussi par Shining. Shining, quand même un film grand public. Vous pouvez le regarder sans être un pointu cinéphile. Vous allez quand même passer un très bon moment. Il faut commencer, pour les jeunes, à regarder Shining et Eyes Wide Shut. Et alors après, vous pourrez vous plonger dans Orange Mécanique. Et 2001 l'Odyssée de l'espace. 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est effectivement un film, je dirais, plus expérimental quand même, malgré tout. Vous allez l'apprécier par rapport, je dirais, aux effets spéciaux, à la technique, etc. Mais c'est un film qui est long et je pense qu'il vaut mieux que vous commenciez par ces deux films-là. Ça va vous donner envie de voir les autres. Très bien. Et après, une fois que vous aurez été bien dans le bain de Kubrick, vous allez beaucoup aimer les autres films. Bah écoutez, je pense qu'on a fait une bonne introduction au cinéma de Kubrick dans cette émission. On espère que ça vous a plu, mes chers amis. N'hésitez pas en commentaire à nous donner d'autres idées pour d'autres réalisateurs. Pour d'autres réalisateurs. Et puis n'hésitez pas même à nous faire le retour. Si certains ont découvert Kubrick à travers cette émission, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Exactement. Et je pense toi aussi, Daniel, d'arriver à toucher le jeune public. Exactement. Je crois que c'est ça qui nous ferait le plus plaisir dans tout ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler cinéma avec un passionné comme toi. Exactement. Tu reviens quand tu veux pour parler de ce que tu veux en matière de cinéma ou autre. Écoute, Daniel, moi, c'est quand tu veux de ton côté, il n'y a pas de souci. Tu sais que c'est toujours un bonheur d'être avec toi et avec le public. De même. À bientôt, les amis. Vive l'Europe, vive la culture française, vive la culture européenne, vive la culture occidentale. À très bientôt, les amis. À très bientôt. Au revoir.